Et bah mine de rien, dernièrement, il y a des bonnes choses qui sont sorties. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce milieu de semaine pour une nouvelle multicritique. Une de plus, et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal depuis le début de l'année. On va revenir aujourd'hui sur des séries, sur des films. Et c'est vrai que cette fois-ci, la sélection, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez, on va pas perdre de temps. On va se lancer comme d'habitude. Mon petit coup de cœur à la fin. Et on va commencer dès maintenant avec un gagne ou perdu. Pourquoi est-ce que tu transpires Ça va, tu vas y arriver, tu vas gérer. Oui, je sais. Génial. Oui, t'es Laurie. C'est à toi de jouer. Vas-y, Laurie. Donc, gagné ou perdu. Alors ça pour le coup, ça s'est terminé il y a quelques semaines, cette série disponible sur Disney+. On n'en a pas trop parlé, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu passé entre les mailles du filet et que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais gagné ou perdu, c'est quand même la première série originale Pixar disponible sur Disney+. Aux dernières nouvelles, j'ai pas forcément entendu parler de suite, donc on est ici devant une mini-série avec des épisodes d'environ une vingtaine de minutes et il y en a 8. On retrouve ici les équipes de Vice Versa derrière gagné ou perdu et ça se sent. Pourquoi ça? Parce qu'ici, pareil, on va parler d'émotion. Et donc oui, gagné ou perdu, ça parle de quoi? Ça parle des Pickles, qui est l'équipe mixte de softball au collège. Et d'ici une semaine, ils vont débuter un match de championnat. Et chaque épisode va nous permettre de mettre en avant, dans un style visuel qui lui est propre, le point de vue d'un personnage différent à la veille de cette rencontre. Que ce soit les joueurs, les parents, voire même l'arbitre. Et alors oui, c'est vrai qu'il y a un style visuel à chaque fois différent qui va être mis en avant selon les épisodes. Ça permet de renouveler un petit peu le tout parce que oui, grosso modo, vous l'avez compris, on va suivre ici la même histoire en 8 fois. Alors bon, il y a quand même pas mal de liberté. On va vraiment aller explorer l'univers de chacun des personnages sur lesquels on va se reposer. Mais en tout cas, oui, c'est la même timeline. On se retrouve à chaque fois, vous savez, une semaine avant le match de championnat. Et puis, on va explorer finalement des points de vue des personnages différents, donc des points de vue différents des différents personnages. On va avoir un épisode sur la fille du coach, on va parler du manque de confiance. On va avoir un épisode sur l'arbitre, qui est quelqu'un qui se protège un petit peu de tout. Et c'est peut-être d'ailleurs l'épisode que j'ai préféré, le second. On est vraiment, face à un mec qui fume de tout, qui fait gaffe au fait qu'on ne lui retourne pas le cerveau, qu'il reste maître de ses décisions. Il se crée en fait une carapace, et cette carapace, on va la voir avec cette armure qui va se mettre en place. Alors oui, l'armure, elle n'existe pas, c'est imagé. Et il y a plein d'autres thématiques qui vont être traitées selon les épisodes et selon les personnages. Et on est face du coup à une petite série, à des épisodes qui sont assez sympas. Alors oui, c'est pas la série d'animation exceptionnelle de l'année. Peut-être même, vu que c'est du Pixar, on pouvait s'attendre, pourquoi pas, à mieux. Mais voilà, ça reste quand même pas mal, c'est sympathique, ça vous prendra pas énormément de temps, encore une fois on est sur 8 épisodes de 20 minutes. On reconnaît assez bien le style Pixar qu'ils ont utilisé souvent ces dernières années, notamment dans Luca. Alors oui, si vous n'aimez pas forcément ce style d'animation, si vous n'avez pas forcément kiffé Luca au niveau de l'animation, je pense qu'ici ce sera pareil parce qu'on va retrouver, vous savez, ces personnages qui sont un peu faits en mode pâte à modeler, je sais pas trop comment le dire, avec des cheveux, on dirait de la laine. On sent qu'on est sur une petite série parce qu'il n'y a pas non plus le même degré de finition que durant les films Pixar. Cette petite créature, par exemple, qui grossit lorsque le stress du personnage, donc la fille du coach, que l'on voit dans l'épisode 1, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que cette petite fille se met à stresser, cette créature grossit, prend du poids, voilà, c'est tout le poids qu'il y a sur les épaules de cette petite fille. Le stress, c'est le poids du monde sur ses épaules. Et comme je l'ai laissé entendre, cette petite créature imagée, ça manquait peut-être un petit peu de détails. Donc oui, c'est plutôt amusant, de revivre parfois certaines scènes, certaines situations du point de vue d'un autre personnage et comprendre quels sont, lui, ses traumas. Pour le coup, encore une fois, du côté de chez Pixar, on est vraiment dans une série qui va parler à la fois aux enfants, mais aussi aux adultes. Il y a des thèmes qui vont vraiment toucher un public plus âgé, même si, attention, et c'est vrai que c'était assez étonnant, mais les fins d'épisode sont assez perturbantes, assez étonnantes, parce que ça va pas forcément se terminer en mode, regain d'espoir, on repasse en mode vibe positive. Non, il y a des fins d'épisodes, notamment les premiers épisodes, où les fins sont assez plombantes, et c'est parfois pas forcément porteur d'espoir, mais en tout cas, on est face à des thèmes qui vont parler absolument à tout le monde. Donc oui, on rentre beaucoup dans la psychologie, c'est presque thérapeutique, comme dans Vice Versa 2 et aussi comme un autre show qui est sorti sur Disney+ dernièrement. Bref, 2, en soi, c'est un petit peu, c'est un peu pareil. Donc si vous avez envie d'explorer ça une nouvelle fois et que Pixar ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est disponible sur Disney+. Et on va passer à la suite, on va parler dès maintenant de The Insider. My devotion to my marriage is my professional weakness. Love you. The Insider, le nouveau Steven Soderbergh qui revient une nouvelle fois cette année après Présence. On en a déjà parlé sur la chaîne il y a quelques semaines, il me semble que c'était aussi dans une multicritique.
Donc, Steven Soderbergh, c'est vrai qu'il aime bien les choses un petit peu novatrices. On avait parlé aussi de son Paranoia sur YouTube, sur la chaîne YouTube, qui est un film qu'il avait tourné entièrement à l'iPhone, et c'est comme ça que le long métrage avait été vendu. Là, on le retrouve dans le thème de l'espionnage avec The Insider, ou alors Black Bag. Alors ça, vraiment, c'est, je sais pas pourquoi, on a changé le titre en français. Pourquoi est-ce qu'on est passé de Black Bag à The Insider? Voilà, ça aurait très bien pu s'appeler Black Bag, ça ne servait à rien. Et c'est porté par un super casting et surtout un super duo, Michael Fassbender et Cate Blanchett. Et The Insider, ça parle de quoi? C'est un film d'espionnage haletant qui va raconter l'histoire d'un couple d'agents secrets. Mais lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant: protéger son mariage ou défendre son pays. Donc, si on grossit le trait, grosso modo, on va se retrouver dans quelque chose qui, sur le papier, peut ressembler à du Mr. et Mrs. Smith. C'est pas ça. On est dans une tonalité qui est tellement différente, même si on va parler de mensonges, de choses qui sont cachées, de mettre en péril son couple pour le travail, parce que oui, en fait, au-delà de ce couple, il y a aussi cette bande d'espions, mais de potes, voilà, de gens qui traînent ensemble, et parmi eux, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une taupe. Et l'objectif, même nous, en tant que spectateurs, ça va être de savoir, mais qui est cette taupe? Et on va nous balader un petit peu dans tous les sens, dans un film qui est court, parce que oui, ça dure qu'1h30, mais bordel, il y a de ces longueurs, parce que oui, on va avoir des scènes où ça va beaucoup parler. Il y a des séquences où t'as l'impression que ça dure quasiment 10 minutes, des scènes de dialogue entre les personnages qui sont vraiment, mais tirées en longueur, et c'est ça qui donne une identité au film. Après, ça plaît pas. Personnellement, j'étais un petit peu entre les deux, parce que oui, c'est plutôt prenant comme histoire, comme ambiance aussi, mais parfois c'est de même aussi un petit peu technique, et il faut pas lâcher, je vous jure que ça dure qu'1h30, soyez bien accrochés pendant 1h30, parce que si vous lâchez un petit peu, vous serez ensuite complètement paumé. On l'a compris en tout cas, on n'est pas du tout dans un film d'action, même si la bande-annonce semblait nous montrer qu'il y aura un petit peu plus d'action que tout ça, je vous jure que c'est pas le cas. Donc, des grosses scènes de dialogue, oui, il y en a. La plus marquante, ce sera peut-être la première, parce que c'est celle qui va le plus nous étonner, quand on voit à quel point ça commence à durer. C'est une scène de dîner où les personnages de George et Catherine invitent tout ce petit beau monde, et c'est là on va savoir, oui, qu'il y a un souci. Et c'est un long métrage qui semble avoir un petit peu divisé depuis sa sortie, et ça peut se comprendre, mais en tout cas, c'était quand même assez esthétique, que ce soit au niveau des décors, des costumes, parce que oui, on suit des personnes où, voilà, tout est beau, les costumes des personnages, tout le monde est tiré à 4 épingles, donc oui, tout le monde est beau. Il y a peut-être un aspect lumineux discutable, que j'ai pas forcément, c'est vrai, remarqué au visionnage lorsque j'étais dans ma salle de cinéma, mais lorsque j'ai commencé à travailler sur cette vidéo et que je me suis rematé la bande-annonce, il y a pas mal de plans où ça a l'air d'être très surexposé en termes de luminosité. C'est un peu chelou, c'est pas très beau parfois, mais c'est un film, vous l'avez compris encore une fois, à joute verbale avec des comédiens talentueux, Michael Fassbender et Cate Blanchett. C'est quand même plutôt la classe, bien entendu. Et donc, oui, ce nouveau Steven Soderbergh, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà été le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est pas son œuvre la plus accessible, mais c'est pas très long, donc voilà, si vous êtes intéressé, faut pas hésiter à faire l'effort pendant 1h30 de brancher son cerveau, d'essayer de suivre tout ce petit jeu, presque un espèce de Cluedo, cette enquête au cœur de toutes ces personnes qui se connaissent pour essayer de savoir qui la taupe. Donc oui, si The Insider ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça au cinéma, et on va passer à la suite, et on va rester dans l'espionnage, puisqu'on va parler de The Amateur. We got a ping in Rome. He's in London. He just got on a bus in Prague. He practically invented half of our surveillance. Maybe y'all misjudged this individual. Du coup, oui, on reste dans l'espionnage avec The Amateur, qui là aussi va traiter le thème de l'espionnage. On est dans un film d'espionnage, un thriller action avec Rami Malek. Le film sort au cinéma pour le coup aujourd'hui, et c'est un long métrage qui pour le coup m'intéressait peut-être un petit peu moins sur le papier, et Rami Malek, je suis pas non plus son plus grand fan, et on pourrait même penser que ce rôle qu'il a dans ce long métrage est un petit peu un rôle à contre-emploi pour lui, mais en fait, pas tant que ça. Ça parle de quoi? Ça parle de Charlie, qui est un cryptographe de la CIA aussi brillant qu'introverti, qui va voir son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque terroriste à Londres. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins. Donc, oui, on est dans un film de vengeance, avec une vibe un petit peu, on va dire un petit peu Mr. Robot, parce que oui, ce cryptographe, il a des grosses compétences, on va dire informatiques, au niveau de la vidéosurveillance, etc. On a plutôt un beau casting avec déjà Rami Malek, bien sûr, Laurence Fishburne, Rachel Brosnan, que l'on va retrouver dans quelques mois en Lois Lane dans le prochain Superman de James Gunn. On peut aussi retrouver John Berthold, entre autres, ou encore Holt McCallany. Et oui, sur le papier, finalement, allez, pourquoi pas, on pouvait peut-être avoir quelques petits espoirs, même si, je vous le disais, j'étais pas le plus emballé du monde.
Et c'était, c'était un peu comme prévu, c'était pas si ouf que ça, c'était assez classique. Et c'est un nouveau film d'espionnage comme d'habitude où on va se téléporter aux quatre coins du globe, avec un mec qui, pour le coup, voilà, c'est ça la petite nouveauté, c'est ça ce qui va différencier The Amateur, je sais pas, d'un Equalizer, d'un John Wick, on va avoir tous ces films où on va avoir quelqu'un qui va partir dans son histoire de vengeance et qui va vouloir se débarrasser de plein de personnes. Ici, on est face à un espion qui n'en est pas un du tout, c'est un amateur, The Amateur, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas expert en armes à feu, c'est quelqu'un qui regarde des vidéos YouTube pour crocheter une porte, pour crocheter une serrure pour être plus précis. C'est un film de vengeance où on suit un personnage qui va user de son fort quotient intellectuel pour tendre des pièges à ses ennemis. C'est du coup, oui, un film d'espionnage qui pourrait paraître aussi un petit peu plus old school, on va plutôt utiliser son cerveau plutôt que les muscles. De toute façon, les muscles, là, c'était vraiment pas terrible sur ce point-là, parce que les scènes d'action sont vraiment extrêmement mal filmées. On est vraiment sur des scènes d'action, vous savez, où on a, je sais pas, mais 4 cuts par seconde. Ça donne, mais alors, presque mal à la tête, c'est n'importe quoi. Et on a un délire gadget, hyper surveillance, caméra, etc. que j'aime plutôt bien, mine de rien. En fait, il y a une petite vibe Watch Dogs, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a parlé de Watch Dogs il y a quelques temps, parce qu'il y a un film, Watch Dogs, en juillet dernier, qui a débuté son tournage. On n'a plus de nouvelles depuis quasiment un an. On en a parlé dans ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur les adaptations de jeux vidéo qui avaient du mal à se faire, comme quoi tout partait en couille. Donc oui, peut-être une petite vibe Watch Dogs, et mine de rien, même si je suis pas fan, Rami Malek est plutôt crédible dans ce rôle finalement. C'est bien qu'on soit pas parti sur un rôle où il allait devoir sortir les muscles, parce que Rami Malek et les muscles, voilà, on n'y croit pas. Et c'est un rôle finalement qui lui va plutôt bien, qui va plutôt se rapprocher de certaines choses qu'il a déjà faites auparavant. Le casting secondaire, pour le coup, je l'ai trouvé un peu sous-exploité, peut-être, et surtout Laurence Fishburne, par exemple. On voit pas mal, peut-être, Holt McCallany, à la limite, lui on le voit, mais pareil, alors John Berthold, ouais, il y a quand même des beaux noms, mais qu'on voit pas tant que ça. Et du coup, The Amateur, c'était pas forcément bien, c'était pas forcément nul, c'est ce à quoi je m'attendais, un film d'espionnage assez classique. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça, et on va passer à la suite, et on va parler de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Votre enfant est handicapé. Alors ça, c'est un film étonnant, surprenant, déjà par son titre, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, ce titre de fou furieux, et j'étais finalement assez curieux de voir ce que ça allait donner. Alors, ce titre, c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle comme ça. Le film s'inspire donc de l'histoire de Roland Pérez, qui est l'auteur du livre, et qui va parler ici de sa mère, de Dieu et de Sylvie Vartan, qui a été très importante dans sa jeunesse. Puisqu'on parle de Sylvie Vartan, et pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'il y a un point sur lequel vous avez envie de m'écouter, un point sur lequel vous avez envie qu'on revienne. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Et on est du coup dans une comédie dramatique, dans une histoire vraie, qui parle de quoi ? On se retrouve en 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d'une famille nombreuse. Roland, né avec un pied beau qui l'empêche de se tenir debout. Contre l'avis de tous, elle promet à son fils qu'il marchera comme les autres. Et on va donc suivre le combat de cette mère pour que son enfant ait une vie normale, comme tout le monde. Leila Bekti, c'est le point certainement qui ressort le plus du film, le gros point positif. Oui, Leila Bekti est éblouissante, elle est pleine d'énergie, c'est vraiment un bonheur de la voir à chaque fois à l'image. Elle grandit, elle vieillit, on traverse vraiment les décennies avec elle, elle se transforme, elle est plutôt drôle, c'est vrai, ça pour le coup c'est un personnage qui est aussi plaisant à suivre, parce que c'est elle qui va apporter à la fois oui l'humour, l'émotion, en fait tout le cœur de cette histoire vient souvent de Leila Bekti, de son personnage. C'est un film qui est très émouvant, même si on n'est pas devant quelque chose qui est très tire-larme gratuitement. À la limite, peut-être que la seule chose négative que j'aurais à dire sur ce personnage, c'est que lorsqu'on va la voir plus vieille vers la fin du long métrage, le maquillage se ressent un petit peu trop, oui, sur la seconde partie du film. C'était pas top, on voit en fait beaucoup trop le maquillage et on y croit pas trop. De toute façon, d'un point de vue global, j'ai peut-être préféré la première partie, on va suivre le combat de cette mère qui va tout mettre en place, qui va tout faire pour que son enfant puisse marcher. Et d'ailleurs, le jeune acteur qui joue Roland, jeune Roland enfant, s'en tire très très bien. J'ai été plus touché par cette première partie de film que par la seconde où Roland a grandi et Roland est joué désormais par Jonathan Cohen, qui est pas si mal aussi dans le rôle. C'est vrai que c'est assez rare de le voir dans des choses plus sérieuses, moins humoristiques, dans le registre de la comédie dramatique. Ça fait le taf, ça va, c'est pas la catastrophe. Et on a aussi Joséphine Japy qui est présente dans le long métrage, mais qui est un peu osef, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire autour d'elle. Et oui, on en a parlé,
Alors, Sylvie Vartan, on le sait, elle est au casting, elle est présente dans le film. Le problème, c'est que Sylvie Vartan apparaît aussi à un moment dans le long métrage, un petit peu plus tôt, où elle apparaît en mode plus jeune. Et alors là, du coup, on a eu la plus mauvaise utilisation de deepface que j'ai vue de ma vie. Vous savez, on a essayé de reproduire le visage de Sylvie Vartan plus jeune, mais ça va pas. Voilà, ça va pas. On dirait que tout a été géré par IA, c'est très bizarre. Et les choses ne bougent pas de manière naturelle. Dès qu'elle doit parler, t'as l'impression que tout le visage se tord. Vraiment, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Je vous jure, je peux pas comprendre comment cette scène est sortie en l'état. Prenez une actrice plus jeune, je sais pas, vous prenez n'importe quelle femme blonde qui ressemble un petit peu à Sylvie Vartan, je pense qu'on peut en trouver quand même. Là, sortir ça comme ça, mais ça gâche, mais le truc, c'est pas sérieux. C'était vraiment horrible et j'abuse pas du tout, je sais pas du tout comment est-ce qu'on a pu valider ça et que ça a pu sortir en l'état. En tout cas, oui, c'est une belle fausse note dans ce long métrage, mais le reste, ça s'en tire plutôt pas trop mal. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est une petite projection surprise. Pour moi, j'en attendais pas grand-chose et c'était très très bien. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Je pense que ça a quand même un bon bouche à oreille, mais ça mérite de faire encore plus d'entrées en salle. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et on va passer à mon petit coup de cœur de la sélection. On va parler de Cassandre. Oh, mais t'as des poils. C'est bon. Mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein, faut que ça respire. Moi je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. Donc, Cassandre, mon petit coup de cœur de la sélection, c'est sorti au cinéma la semaine dernière. Il n'y a pas une distribution de fou, mais c'est le film choc du moment, le film choc du mois d'avril. Je vous pousse vraiment à aller voir ça, ça parle de quoi? On se retrouve en 1998, en été à la campagne. Cassandre a 14 ans, on va la retrouver dans son petit manoir familial avec ses parents et son frère aîné qui remarque, son frère du coup, que le corps de Cassandre a changé. Alors, le synopsis est peut-être un petit peu flou, mais on va parler ici de relations incestueuses. Ouais, voilà, c'est choisi de dire, c'est un film choc. D'une relation incestueuse entre un frère et une sœur à un âge où on commence à avoir des pulsions sexuelles, une certaine curiosité, et on commence à parler de choses intimes, même avec son frère ou sa sœur, et ça peut créer des dérives. En tout cas, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film au cinéma où ça avait fait autant réagir dans ma salle. Il y avait des vraies réactions de dégoût face à ce que l'on voyait à l'image, face à ce que l'on pouvait entendre. Des gens qui soupiraient. Tu sentais que les gens étaient très gênés face à ce qu'on voyait ou ce qu'on entendait. Parce que, bordel, cette famille... Je sais pas si ça existe, hein, ce genre de famille, certainement, mais quel bordel de fou. On est dans une famille bien vieille France. Je sais pas comment je peux qualifier tout ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont un peu se reconnaître dans ce genre de pratique. J'ai envie de blesser personne, mais oui, c'est quand même assez bizarre. C'est très conservateur, très patriarcal. Il y a aucune intimité. La maman qui épile sa fille devant le reste de la famille en mode « il fallait le faire, heureusement, parce que tes poils, ils commencent à faire 5 cm, c'est un peu la honte. » Et c'est juste pas possible, et tout le monde se balade à poil. Il y a aucune intimité, c'est très gênant. J'ai jamais été comme ça, hein. Personnellement, moi je suis quelqu'un d'assez pudique, même avec ma famille, enfin avec tout le monde. Là, on est face à des choses qui, à mon sens, sont extrêmement délirantes. La maman qui est assise sur les chiottes, par exemple, voilà, elle est assise sur le trône, la porte est ouverte, les enfants rentrent, se baladent dans la salle de bain, on passe devant la maman qui est sur le trône, enfin voilà, tranquille. Moi, c'est des choses qui, pour moi, me paraissent un petit peu bizarres. Et de toute façon, oui, rien que ça me gênait. Et ça donne lieu à de très nombreux comportements dérangeants, des paroles tellement déplacées que tu soupires de honte dans la salle. C'est un film important au vu des sujets qu'il traite, avec ce frère qui est obsédé par la puberté de sa petite sœur. Elle s'appelle Cassandre parce que Cassandre, dans la mythologie grecque, elle a refusé les avances d'Apollon et elle a été vouée à crier des vérités que tout le monde refuse de croire, un peu comme dans ce film. Et donc oui, ce long métrage et cette histoire va explorer aussi la possibilité d'un dialogue, l'espoir d'une reconstruction. C'est une réalisatrice qui veut passer un message et qui veut raconter son histoire parce que oui, attention, c'est le premier film de cette réalisatrice. Et elle nous raconte en quelque sorte son histoire, parce que oui, ce sont des choses qu'elle a vécues étant plus jeune. On est dans une autofiction. Il y a beaucoup de passages en voix off où Cassandre nous raconte son histoire, un petit peu comme si Hélène Merlin nous racontait la sienne. Il y a un côté délicat dans tout ça, un côté délicat, assez intelligent, profond, et on ressort de cette séance, c'est vrai, un petit peu bousculé par tout ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de vivre. Encore une fois, Cassandre, c'est sorti au cinéma la semaine dernière. Je pense que la distribution n'est pas extrêmement bonne, je suis pas sûr que le film soit disponible partout. En tout cas, si vous avez accès à Cassandre proche de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Je pense que ça sera une des séances qui va certainement le plus vous marquer de l'année.
On en a donc terminé avec cette petite multicritique. Je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler de Black Mirror saison 7. I'm losing my mind. Et du coup, oui, bien sûr qu'on va se retrouver pour Black Mirror saison 7 sur la chaîne. On avait déjà parlé de la dernière saison. Black Mirror, j'aime beaucoup et ce sera disponible sur Netflix. J'ai hâte de voir ce que vont donner les nouveaux épisodes. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine. On se retrouve ce week-end. Bonne continuation de semaine et je vous dis à très vite.